Bien, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présents en nombre à cette petite manifestation que, au nom de Santéa, nous avons le plaisir d'organiser pour avoir non seulement un moment agréable avec un orateur de qualité que je vais présenter dans un instant et qui, je l'espère, va nous donner un certain nombre d'indications et de pistes sur le futur de nos soins de santé en Belgique et en région wallonne en particulier, mais aussi pour avoir un petit moment convivial et agréable à l'issue de celui-ci, puisque vous serez conviés en tant qu'invité de Santéa à une petite réception et on va vous y mener tout à l'heure. Je ne vais pas être beaucoup plus long puisque nous avons pris un petit peu de retard, difficulté de trafic apparemment. Et juste pour introduire en quelques mots, mais je pense que vous le connaissez tous, notre orateur du jour, Jean-Pascal Laby, ministre des Entreprises publiques, de la coopération au développement et en charge de la politique des grandes villes, si je ne m'abuse, qui a fait le plaisir d'accepter cette invitation puisque nous voulions avoir un exposé, je dirais un petit peu qui prend un peu de hauteur par rapport aux aspects techniques que nous avons tous l'habitude de brasser dans notre quotidien de gestionnaire d'institutions de soins, et peut-être aussi de voir un petit peu quelles sont les perspectives qui nous attendent. Vous savez que 2014, c'est une année charnière dans notre paysage des soins de santé en Belgique, puisque puisque non seulement il y aura des élections dans quelques semaines, mais aussi une sixième réforme de l'État qui va transférer des compétences fort importantes à dater du 1er juillet de cette année de l'État fédéral vers les entités fédérées. Jean-Pascal va nous présenter un exposé qui a comme titre « Un système de santé en révolution ». Les défis qui nous attendent, ils sont nombreux. Je vais lui céder la parole sans plus tarder, Jean-Pascal. Un tout grand merci en tout cas de ta présence parmi nous cet après-midi. Merci. Emmerdant ici. Ouais. Bien, merci beaucoup pour l'invitation. Le support n'est pas idéal, mais enfin, je vais faire comme je peux. Voilà. Mon cher Yves, merci pour l'invitation. Ça me ramène à mes racines, que je vais d'ailleurs retrouver dans peu de temps, et s'interroger sur ce que va devenir le système de santé, surtout après cette sixième réforme de l'État. Je l'aborderai en fin d'exposé. Ça me paraît essentiel. D'autant que lorsqu'on évoque la santé, se pose immédiatement une question fondamentale qui est celle du choix de société que l'on veut. Et c'est la santé tant physique que mentale et niveau social sont d'ailleurs intimement liés, et les publics précarisés, vous me permettrez juste une incise par rapport à cela, mais c'est extrêmement important. Les publics précarisés ont en général, on le sait, une moins bonne santé que ceux qui ont un niveau de vie plus élevé, probablement la plupart d'entre nous ici, et donc ils ont moins facilement accès à la prévention ainsi qu'aux soins de santé. Les facteurs financiers et culturels, et ça aussi on le sait, interviennent dans ces inégalités en matière de santé, et les conditions de vie de ces publics précarisés, l'état de leur logement, la qualité de leur alimentation, leur environnement, et quand on regarde parfois les différences d'espérance de vie sont extrêmement importantes, leur moindre accessibilité à un emploi de qualité, leur inactivité forcée, le stress. Une étude de la Mutualité socialiste l'avait démontré d'ailleurs, les phénomènes d'exclusion qui en découlent. Chacun de ces facteurs joue sur leur état de santé physique et psychologique, et réciproquement le handicap ou la maladie mentale favorise la pauvreté. Dès lors, deux grandes priorités, me semble-t-il, pour lutter contre les inégalités de santé. Tout d'abord, mener une politique ambitieuse de protection sociale de la population, et d'autre part, définir et mettre en œuvre une politique de santé transversale, et je vais y revenir, globale, non segmentée, cohérente entre les différents exécutifs compétents afin de prendre mieux en compte les déterminants à l'origine des problèmes de santé. Ce qui concerne la protection sociale, de
depuis les années 80, et je suis ici un peu de façon plus macro, l'individualisme croissant des attitudes et des comportements dans nos sociétés a conduit une partie des classes moyennes à contester le caractère universel et uniforme de certaines prestations sociales et à réclamer une plus grande souplesse, mais aussi un plus grand effort pour combattre les abus et coûts des systèmes de protection sociale. Ainsi, les États, aujourd'hui, et on peut s'interroger si c'est le cas d'ailleurs, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire à ce sujet, doivent développer une vision à long terme afin de lutter contre les inégalités à la racine, le plus en amont possible. Et donc il s'agit de revoir le système de la protection sociale dont le but est de libérer l'individu. Et cela dès le plus jeune âge, et singulièrement dans l'enseignement, juste une incise, c'est pour moi le plus grand défi qu'on ait devant nous. C'est évidemment l'enseignement, avec un investissement massif dès le plus jeune âge. Ma vision de l'État de demain, une des facettes de l'État de demain, c'est d'avoir un État qui travaille beaucoup plus en amont, beaucoup plus tôt. Le préventif, qui est certainement moins sexy politiquement, hein, mais le préventif coûte toujours moins cher que le curatif. Et ça, c'est vraiment un élément essentiel, et je prends toujours pour expliquer quel est le rôle de l'État. C'est sympa ce bazar-là, mais c'est un peu emmerdant, hein, on vous le dit tout de suite. Voilà. Bien, c'est peut-être parce que j'ai des grandes oreilles, je n'en sais rien, mais bon. Voilà. Et donc, investir massivement avant, dans le préventif et notamment dans l'enseignement. Et l'enjeu est bien de se fonder sur un constat non fataliste. On peut créer une autre société, c'est une question de volonté, c'est une question surtout de choix politique. On va beaucoup l'entendre dans les semaines qui viennent et probablement même après le 25. Alors, quand Yves m'a demandé de prendre la parole sur cet exposé, je me suis dit, dans le fond, en préparant cela, et je les remercie avec Yolande et Jean-Marc, il y a pour moi 3 questions essentielles. Quand on met en place un système de soins de santé, quels sont les objectifs qu'on poursuit? C'est le premier élément. C'est pour faire quoi? 2, comment l'organise-t-on? Et troisièmement, comment le finance-t-on? Ce sont 3 questions qui sont pour moi fondamentales et c'est ces 3 questions que je vais essayer de balayer. Pour ce qui est des objectifs, je pense qu'il faut en retenir 4 pour moi. 4 objectifs. D'habitude, je parle en 3 points, mais ici, je vais parler en 4 points pour ce qui est des objectifs. Tout d'abord, un élément, et on le dit depuis longtemps, et depuis très longtemps, et probablement depuis trop longtemps. Il faut décloisonner le système de santé. Combien de fois n'ai-je pas entendu cette expression? Décloisonner le système de santé. Depuis la prévention des risques de santé jusqu'aux aides à la vie quotidienne. Évidemment, comme nous sommes dans un pays extrêmement simple, comme chacun le sait sur le plan institutionnel, c'est extrêmement facile. Celui qui investira dans la prévention n'en récoltera pas les fruits. Et donc, voilà une grande difficulté spécifiquement belge. Ceci dit, quand je compare aux autres pays environnants, ce n'est pas nécessairement mieux. Donc, je crois que c'est une question aussi de vision globale du système de santé. Donc, l'objectif est d'offrir aux patients une prise en charge globale et efficace de ces problèmes de santé. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le patient, lui, que ce soit la région wallonne, la commune, la province, comment est-ce qu'on dit, Wallonie-Bruxelles, c'est ça, ou l'État fédéral, il s'en fout. Hein. Je veux dire, c'est pas ça l'objectif pour lui, c'est de savoir qu'il sera pris en charge de façon qualitative, avec une grande accessibilité. C'est ça l'élément essentiel. Et donc, on doit beaucoup plus aujourd'hui développer les complémentarités et les collaborations entre tous les acteurs du système de santé, chacun connaissant exactement quel est son rôle et le respectant. Et je considère que dans ce cas de figure, l'hôpital va sans doute être l'acteur qui va voir son rôle le plus évolué dans cette mise en réseau socio-sanitaire. Un hôpital qui sort de ses murs, qui collabore avec les autres, c'est ça la vision demain, un hôpital avec des plateformes médico-techniques. Et ça, je crois que c'est vraiment un élément qui, pour moi, est essentiel. Deuxième grand objectif d'un système de santé, c'est que le patient doit être acteur de sa santé. Et il convient donc de lui donner tout l'accès à l'information nécessaire dans ce cadre. Et là, le rôle des mutualités est très important, information adaptée à fournir
à tous les affiliés, lutte contre les inégalités sociales en santé. C'est d'autant plus vrai que sociologiquement, les choses changent dans notre société. Avant, le patient se taisait devant, entre guillemets, les ordres du médecin. Aujourd'hui, il ne se tait plus. Il compare, belle expression, il benchmark, il va voir sur Internet, il challenge son médecin. Et donc, il prend quelque part, d'une manière, sa santé en main. Troisième objectif, on ne peut pas se satisfaire d'une gestion exclusivement macro-budgétaire de l'assurance maladie et d'une norme de croissance globale. On doit démontrer en permanence, et c'est ce que Laurette Onkeling, je pense, a fait, que chaque euro investi par la collectivité permet d'améliorer les résultats en matière de santé. Et enfin, quatrième objectif, un système de santé capable de maîtriser les coûts, certes, mais aussi un système qui permet un accès équitable à des soins de santé de qualité à toute la population. Ce n'est pas une médecine à deux vitesses que nous voulons, c'est une médecine qui permet à chacun de se soigner, mais c'est aussi un système de protection sociale qui est à la fois un filet de sécurité, ça c'est ce que nous avons créé, mais bien plus, à côté de ce filet de sécurité, nous devons développer une logique d'échelle. Et par exemple, j'étais hier à la clinique André Renard sur l'inauguration dans le cadre de la problématique du cancer. Dans le plan cancer, il y a la prise en charge très tôt des personnes atteintes de cette maladie pour les laisser dans le milieu socio-professionnel dès que l'on peut. Et ça, c'est par exemple un élément qui me paraît important. Deuxième point, donc l'organisation du système de santé. Là, je vais me concentrer sur les facteurs modifiables de notre système de santé. On peut tous rêver d'avoir une feuille blanche, de l'écrire et d'avoir ce que nous voudrions avoir comme système parfait. Nous savons très bien que ce n'est pas comme cela que les choses vont fonctionner. Et donc, on doit capitaliser sur le système existant et le faire évoluer progressivement. On a aujourd'hui indéniablement une perte d'efficience de notre système de soins de santé liée au manque de délimitation des différentes lignes de soins et de définition du rôle de chacune d'elles. Et donc, il convient de redéfinir la notion de trajet de soins. Voilà une notion dont on a beaucoup entendu parler aussi, avec une forme de subsidiarité dans le recours au système de soins et un patient pris en charge globalement, avec les différentes lignes de soins qui collaborent et s'échangent les informations plutôt que de se faire concurrence. Je crois que là, il y a encore du chemin à faire sur ce point. Les patients et leur entourage doivent devenir donc des partenaires responsables du corps médical et du personnel soignant. Et la future organisation territoriale du système de santé wallon suppose, pour moi, une prise en charge globale et multidisciplinaire du patient. 2, une concertation multidisciplinaire entre les prestataires et institutions de soins. 3, une définition claire et précise du rôle de chacun dans la prise en charge du patient. Et 4, la complémentarité entre les différentes lignes de soins. La première ligne de soins représente le premier contact de la population avec le système de santé. Ça implique une proximité permettant son accessibilité géographique partout dans le pays, une permanence afin d'éviter tout recours inutile à la seconde ou à la troisième ligne de soins. Cette première ligne de soins, elle dispense des soins curatifs, qu'ils soient aigus ou chroniques d'ailleurs, préventifs, et joue un rôle dans la promotion de la santé. Et vu les besoins et demandes multiples auxquels elle fait face, elle implique une certaine polyvalence de l'ensemble des prestataires de soins qui la constituent. Son organisation des soins permet une prise en charge globale, c'est-à-dire l'ensemble des problèmes de santé doivent être pris en compte dans un même processus de soins, continu, pas de rupture dans le suivi du patient et les informations sur son état de santé entre prestataires de soins tout au long du processus de soins, et intégré, global, continu, intégré, c'est-à-dire préventif et curatif. Tous les prestataires du système de santé collaborent de façon coordonnée à la prise en charge du patient. Médecin généraliste joue un rôle pivot dans cette prise en charge globale, continue et intégrée de ses patients. Il a la responsabilité de la fonction de synthèse, c'est garder la mémoire des antécédents médicaux des patients au travers du DMG, aider le patient à emprunter correctement les dédales du système de santé, superviser la coordination entre intervenants du système de soins de santé au chevet de ses patients,
Et la coordination opérationnelle des différents intervenants au chevet du patient peut être confiée à d'autres acteurs, comme les centres de coordination de soins et services à domicile. Il s'agit là vraisemblablement aussi d'un aspect extrêmement important pour le système de soins de demain. Autre action essentielle, un encouragement déterminé pour chaque patient de posséder un DMG auprès d'un médecin généraliste de son choix. Et pour assumer pleinement ces différentes fonctions, la première ligne de soins doit se coordonner avec le secteur social, que ce soit les aidants proches ou les centres de services sociaux. Afin de compléter la première ligne de soins, différentes fonctions sont assumées par la seconde ligne de soins, composée de la médecine spécialisée ambulatoire des hôpitaux généraux et académiques, les urgences médico-chirurgicales, les hospitalisations, les soins médicaux spécialisés que ne peuvent assumer la première ligne. Et ces deux lignes de soins sont opérationnellement dépendantes l'une de l'autre. Elles devraient en conséquence être beaucoup mieux intégrées. Pour cela, l'organisation des soins doit être basée sur des unités territoriales clairement définies, pilotées par une instance spécifique et représentative des différentes composants du système de santé. Il faut un peu définir ce qu'on entend par système de santé intégré. Je pense qu'il y a 3 éléments importants dans un système de santé intégré. Un, chaque niveau de soins remplit son rôle sans empiéter sur le domaine de l'autre, afin d'éviter tout ce qui est double emploi ou absence de prise en charge de besoins. 2, permettre à tout moment au patient d'accéder à l'échelon de soins le mieux apte à traiter son problème de santé. 3, organiser la circulation de l'information nécessaire au suivi du patient à l'intérieur du système de santé. Ce sont 3 éléments cruciaux pour l'efficacité du système. Enfin, la troisième ligne de soins est constituée par les hôpitaux académiques et par des centres de référence localisés dans des hôpitaux non académiques et spécialisés dans la prise en charge d'une pathologie ou groupe de pathologies. Cette troisième ligne a pour mission la prise en charge des problèmes de santé complexes, rares ou nécessitant une expertise rare. Elle est assurée par des professionnels spécialisés et équipés de moyens techniques pointus, par exemple les centres spécialisés dans la prise en charge des grands brûlés. Et les fonctions de la troisième ligne de soins doivent faire l'objet d'un financement spécifique, et nous savons aujourd'hui que c'est un problème. Pour prendre un exemple récent d'intégration des deuxième et troisième lignes de soins, la réforme en cours des soins pédiatriques, y compris les soins intensifs pédiatriques. Il est prévu une fonction de base pour tout hôpital, des soins pédiatriques spécialisés dispensés par les hôpitaux disposant d'un service de pédiatrie et des centres de troisième niveau. Si je devais prendre un exemple à contresens, peut-être parler de la cardiologie, par exemple. C'est un vrai débat aussi. En appui des différentes lignes de soins, nous avons encore les centres de revalidation et de convalescence des centres de court séjour lorsque le retour à domicile après une phase de soins aigus n'est pas possible. Ceux-là ont pour vocation de préparer le patient à retrouver une autonomie maximale compte tenu de son état de santé et de permettre de réduire la durée de séjour en deuxième ou troisième ligne de soins, et nous en manquons d'ailleurs en Belgique. Enfin, comment finance-t-on le système de santé? Il y a, je pense, 2 facettes à cette question. La première est de permettre au pouvoir public et à la sécurité sociale de disposer de moyens suffisants pour financer un système de santé performant. Et deuxièmement, la façon dont sont rémunérés les prestataires et institutions de soins pour permettre cette prise en charge de qualité des patients. Sur les moyens à la disposition des pouvoirs publics, ce n'est pas vraiment le thème, mais permettez-moi quand même quelques éléments, quelques remarques. Tout d'abord, les besoins de la population en lien avec la santé ne peuvent être satisfaits pour tous que si on les considère comme des besoins collectifs, et donc des besoins qui doivent être satisfaits par les services publics et le secteur non marchand de l'économie. C'est un postulat de départ si nous voulons atteindre l'objectif. 2, et on va en entendre beaucoup parler dans la campagne électorale, réformer la fiscalité. Moins d'impôts, moins de cotisations sociales. Mais si nous voulons des services publics performants, ils ont besoin de moyens. Et ce n'est pas en les privant de moyens, de recettes publiques, donc qu'ils en disposeront. Donc s'il y a une réforme fiscale qui doit être faite, je ne le conteste absolument pas. L'impôt est un des plus injustes dans ce pays. Mais il est clair qu'il faut garder des moyens suffisants pour notamment la protection sociale. Enfin, troisième élément, la compétitivité de l'économie. Autre thème qui va être largement abordé durant cette campagne. Ce n'est pas uniquement l'affaire du coût du travail. Et donc si, à titre personnel, je suis favorable à une réflexion sur
l'adaptation de notre modèle de sécurité sociale, ce n'est pas en commençant au préalable par en détruire la base budgétaire et solidaire qu'on va trouver une solution. Enfin, quatrième élément, sur le plan macro, il ne me semble pas possible de maintenir un système de protection sociale performant où on intègre chacun sans une économie prospère. Et évidemment que le redéploiement économique du pays, et singulièrement en Wallonie et à Bruxelles, est une priorité absolue pour l'ensemble des acteurs socio-économiques et politiques belges. J'en arrive alors à la façon de financer les soins dispensés aux patients. Revoir le système de financement par prestation est un élément important. Et ce système, vous le savez, est encore largement majoritaire en Belgique. Différentes pistes doivent être exploitées. Ce qui est pertinent pour tel ou tel type de prestation ne l'est pas nécessairement pour d'autres. Et donc, quelques idées. 1. Poursuivre la politique de limitation de suppléments d'honoraires des prestataires de soins pour les prestations par ailleurs remboursées par l'assurance obligatoire soins de santé. C'est un point important. 2. Investir bien davantage que ce n'est le cas aujourd'hui dans la prévention des risques de santé, dans l'éducation à la santé tout au long de la vie. 3. Fixer des règles de financement conditionnelles à la réalisation de certains objectifs là où c'est possible. Prestataires et institutions de soins, organismes assureurs doivent être responsabilisés sur l'usage des deniers publics et de la sécurité sociale. 4. Ne pas rembourser des actes ou technologies dont la plus-value thérapeutique n'est pas ou n'est plus reconnue par l'evidence-based medicine. Et veiller d'ailleurs au meilleur rapport coût-efficacité possible de tout traitement. 5. Investir un système complet d'évaluation de la qualité des prestations fournies par le système de soins de santé, ce dont d'ailleurs nous manquons en Belgique. Et enfin, sixièmement, tant pour les soins ambulatoires qu'hospitaliers, progresser vers un financement forfaitaire par patient, par pathologie, par séjour, complété par des incitants financiers à la qualité des soins. Ces réformes en profondeur du mode de financement du système de santé auraient de profondes incidences sur l'organisation de l'offre de soins. D'ailleurs, elles doivent être envisagées conjointement, je dirais même plus harmonieusement. Je vais prendre quelques exemples. Tout d'abord, une plus grande forfaitarisation du financement de l'activité hospitalière doit aller de pair avec une réduction du nombre de lits hospitaliers, davantage d'alternatives à l'hospitalisation classique, le développement de collaborations interhospitalières dans tous les domaines, la mise en commun de plateaux médico-techniques. Je vais vous donner un exemple. Vous allez à Eupen, vous traversez toute la dorsale wallonne, vous allez jusque dans le Borinage, parce qu'il y a des gens. Vous comptez le nombre d'hôpitaux généraux qu'il y a sur cette dorsale wallonne. Vous arrêtez dans le Borinage, vous fermez les yeux, vous vous réveillez dans 10 ans. Il y a une loi spéciale de financement qui arrive. On va faire comment pour financer tout cela dans 10 ans? Si, dans les 2 législatures qui viennent, la région wallonne n'a pas comme priorité une meilleure organisation de son système de soins de santé, singulièrement hospitalier, je vous le dis avec vraiment beaucoup de conviction, nous irons vers un bain de sang dans 10 ans. Un double bain de sang. On abaissera la qualité des soins, on aura de toute façon des hôpitaux qui se retrouveront en grande difficulté et surtout on n'aura pas rempli un certain nombre de besoins qui sont les nôtres. Vraiment, il faut réfléchir à cet aspect-là des choses. Autre exemple, le forfait à la capitation en médecine générale, avec le développement des pratiques de groupe, la généralisation du DMG, un soutien logistique et administratif aux généralistes. Des forfaits de soins, autre exemple de nouveau, pour la prise en charge des malades chroniques. Ça nécessite de revoir le concept des trajets de soins. Et enfin, autre exemple, la continuité des soins entre les différentes lignes, qui implique de penser le financement de leur coordination, les acteurs impliqués et une organisation territoriale de l'offre de soins. Cette rénovation de la politique de santé que je viens d'évoquer, elle s'inscrit également dans le contexte particulier du nouveau partage des compétences santé entre l'État fédéral et les entités fédérées, c'est-à-dire la 6e réforme de l'État, de laquelle on n'était pas particulièrement demandeur. On a essayé de limiter la casse. Cette 6e réforme institutionnelle, sincèrement, nous préoccupe tous. Et dans les fonctions qui étaient les miennes avant, j'ai à de multiples reprises, avec Thierry Baudson, tiré la sonnette d'alarme sur la nécessité pour la région wallonne de se préparer à cette 6e réforme de l'État. Elle s'inscrit certes dans la continuité des réformes précédentes, mais elle présente une différence importante avec les autres. Elle porte en partie sur des matières qui relèvent aujourd'hui de la sécurité sociale. Et la défédéralisation de telles matières
peut entraîner une modification en profondeur de leur logique de fonctionnement. L'enjeu, évidemment, dépasse celui de l'organisation de la réception de nouvelles compétences au sein des entités fédérées. On a donc, en région wallonne, l'opportunité à saisir pour créer un nouveau modèle social. Et cette politique d'action sociale et de santé devra être organisée pour mener une politique en faveur des personnes âgées, puisque c'est de cela dont il s'agit fondamentalement, articulant de manière efficace et complémentaire le maintien à domicile, l'accueil en institution et les soins hospitaliers, la recherche de solutions alternatives à l'institutionnalisation des personnes âgées, le décloisonnement, la mise en réseau des dispensateurs de soins et services de santé seront indispensables et incontournables pour répondre correctement aux besoins croissants tout en limitant l'impact budgétaire. Il ne sera en effet pas opportun de se contenter de copier la politique actuelle du niveau fédéral, alors que nous avons l'occasion d'adapter la politique aux réalités des différentes entités fédérées dès le départ, et c'est donc maintenant qu'il faut le prévoir. La régionalisation des compétences santé doit respecter pour moi un certain nombre de principes. Par exemple, tenir compte des impacts possibles de certains transferts sur des secteurs interconnectés. Aussi préserver l'expertise des acteurs concernés dans la gestion des compétences, sur les administrations, les partenaires sociaux, les mutualités. Assurer une évolution suffisante des moyens pour répondre aux besoins actuels et futurs de la population. Il s'agira d'un choix politique. Ça va être un choix politique. On sait très bien qu'on a transféré que 90%. On sait très bien que les besoins vont évoluer plus rapidement que les recettes. Il s'agira de faire un choix politique. C'est la raison pour laquelle je vous parlais tout à l'heure du redressement économique de la région wallonne, c'est-à-dire générer des recettes suffisantes pour faire face aux coûts du système. Des services de qualité accessibles, garantissant le libre choix et la libre circulation via des accords de coopération entre entités fédérées. Évidemment, combattre toute marchandisation des services de santé, partager la responsabilité de gestion avec les acteurs de terrain et simplifier les structures existantes, notamment, je l'évoquais tout à l'heure. Pour ne pas être plus long et laisser un peu de place, je pense, aux questions, voilà, vous aurez toutes et tous compris que ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une forme d'aggiornamento en profondeur de la politique de santé à tous les étages de la Maison Belgique. Mais pour ce faire, il y a une condition préalable. Une condition préalable, il nous faut une stabilité institutionnelle, c'est-à-dire un gouvernement de plein exercice dans une vraie législature, ce que nous n'avons plus eu depuis 2007 aujourd'hui sur le plan fédéral. Vous avez certainement aussi compris que je me battrai sans relâche contre toute velléité de marchandisation de son fonctionnement à ce système de santé. La couverture sociale des soins de santé est pour moi fondamentale. Que seule la collaboration de tous les acteurs du système de santé permettra d'offrir les meilleurs services et les meilleurs soins à la population au moindre coût pour la collectivité et les patients. Et puis, je ne voudrais pas terminer en évoquant une idée plus prospective. C'est que le système de santé évolue sans cesse et s'inscrit de plus dans une société en pleine mutation. Et nous pouvons être fiers de notre système de santé. Il est un des systèmes excellents sur le plan européen et je l'évoquais encore hier dans le plan cancer qui a servi de référence notamment au travers de plusieurs chapitres sur le plan européen. Donc j'en appelle à la mise sur pied, sur base des expertises disponibles au sein de notre système de santé, à un groupe de réflexion qui produirait non pas uniquement des réflexions, mais aussi des résultats sur les évolutions nécessaires de notre système de santé. Je pense que chacun peut y contribuer d'une manière ou d'une autre. Il y a dans cette réforme de l'État, dans cette 6e réforme de l'État, un institut pour le futur des soins de santé. Ça pourrait être celui-là, j'ignore si il sera finalement mis en œuvre, mais ce dont je ne doute pas aujourd'hui, c'est qu'il convient de réfléchir sur l'avenir de ces soins de santé, sur la manière de les organiser, sur les objectifs qu'on veut lui assigner, sur le financement qu'il nous faut pour ce système de soins de santé, parce que dans la société dans laquelle on est, avec tous les impacts que le système de santé a aussi sur le plan socio-économique, je parle en termes d'emploi notamment, je pense qu'un pays, et nous en faisons partie, un pays s'honore d'avoir un système de soins de santé de qualité. Aucun pays ne peut se développer, aucun, ne peut se développer sans un système de soins de santé accessible, de qualité et qui s'adapte sans cesse
à une société qui, elle, évolue aussi considérablement. Voilà, je vous remercie. Voilà, ben, un tout grand merci Jean-Pascal pour ce brillant exposé. Il nous reste en effet quelques minutes pour l'une ou l'autre réaction ou réflexion dans la salle. Donc, si quelqu'un souhaite prendre la parole. Oui, madame. Merci. Bonjour, monsieur le ministre. Voilà, j'aimerais bien avoir votre réaction suite au sondage qui est paru cette semaine-ci concernant la sécurité sociale, où des personnes ont trouvé juste que l'on supprime des soins de santé beaucoup trop onéreux pour des personnes plus âgées et que l'on soit plus strict sur les conditions d'accès aux soins des personnes, par exemple, qui se droguent, qui ont des problèmes d'assuétude. Merci. Je me souviens qu'il doit y avoir maintenant 1 an et demi, il y a un prof de, je ne sais plus si c'est de l'ULB ou de la VUB, qui avait eu aussi une idée comme celle-là, une brillante idée sur les fumeurs, je pense. Voilà. Moi, je pense que, revenons aux objectifs. Un système de soins de santé, il doit être accessible à tout le monde. Vous savez, on finira par dire qu'à partir de 80 ans, vous n'aurez plus accès à un certain nombre de techniques médicales. On finira par dire que parce que vous avez un profil génétique qui dit que vous ne vivrez pas plus vieux que 60 ans, on ne vous permettra plus d'avoir accès à un certain nombre de soins. Donc ça, je pense que c'est vraiment une très mauvaise idée. Sur le principe. Sur le fait que certaines personnes pensent cela. Moi, de mon expérience, je le disais déjà avant cette fonction, mais de mon expérience aujourd'hui, il y a un point que le monde politique doit absolument faire. C'est faire de la pédagogie. C'est expliquer pourquoi on paye, par exemple, des cotisations sociales et de l'impôt pour avoir un système de santé justement accessible à tous. Parce que les mêmes personnes qui ont déclaré ça, si leur mère, leur grand-mère ou leur grand-père étaient confrontés à la situation, ce seraient les mêmes qui diraient c'est injuste de faire cela. Et donc il faut expliquer que justement on veut un système de soins de santé de plus grande qualité possible, accessible à tous. C'est le principe même de la sécurité sociale. Vous contribuez en fonction de vos moyens, vous utilisez en fonction de vos besoins. Alors que les besoins soient clairement définis, qu'on les encadre, qu'on ne fasse pas un certain nombre de choses que l'on ne doit pas faire et qui n'ont aucun sens ou aucune plus-value sur le plan médical, est autre chose. Mais quand on commence à exclure, un système qui commence à exclure est un système qui, pour moi, pratique pour lui-même l'euthanasie. D'autres réflexions? Oui, Michel. Il en faut toujours un qui se dévoue, hein, donc voilà, je vais être celui-là. En ce qui concerne la marchandisation du secteur, bon, on mène un peu le même combat. Je pense que aussi bien Santéa que Jean-Pascal Laby et les mutualités s'y opposent. Mais plus on parle de ce combat, plus je vois sur le terrain la progression du secteur marchand, alors de manière un peu larvée. Hein. Ce sont des normes polycliniques qui sont perçues presque comme des hôpitaux par certains utilisateurs. J'ai eu récemment quelques anecdotes allant dans ce sens-là. Au niveau de la prise en charge de la personne âgée, c'est exactement la même chose. Et donc, voilà, donc je me demande si on a véritablement, enfin, il est probablement temps de réagir, mais si on a vraiment toutes les cartes en main, étant donné la situation budgétaire à laquelle on est confronté, pour s'opposer à ce type de marchandisation, que moi je vois grandir malgré les beaux discours. Donc voilà, je me sens un peu démuni parce que je fais partie de ceux qui ont ces beaux discours, mais derrière ça, on n'a pas vraiment de solution, je pense. Alors, c'est probablement, là où c'est probablement le plus vrai, c'est dans le secteur des maisons de repos et de soins. Problème de programmation, hein. Problème de programmation par la région wallonne. On a privilégié à outrance le domaine privé. Donc c'est un choix politique. C'est à un moment donné un choix politique. Quand on évoque, et c'est bien qu'on ait ça maintenant lors de ces élections, un choix de société, on a vu
Dans le débat d'hier, entre Magnette et De Wever, quand on parle de choix de société à De Wever, il fouille tout de suite le choix de société. Forcément qu'il le fouille, puisqu'il ne lui est pas favorable, le choix de société. Donc c'est un choix de société, il faut le redire. Je reviens à ce que je disais tout de suite sur la pédagogie aussi, que le monde politique explique ce qu'est son projet et dire que oui, vous allez payer des impôts, oui, vous allez payer des cotisations sociales, mais c'est pour cela. Et si vous ne les payez pas, ben voilà le résultat. On peut très bien, et nous l'avons fait à plusieurs reprises, au niveau des mutualités, sans sécurité sociale, voilà ce qu'une opération classique vous coûte. Avec sécurité sociale, voilà ce qu'elle vous coûtera. Donc je crois que c'est tout cela qu'il faut évidemment démontrer. Alors il y a un certain nombre de règles qui devraient être encadrées. Ce que tu évoques là est tout à fait juste. Moi j'ai vu des professeurs sortir d'hôpitaux, j'ai le CHU de Liège en tête, mais on peut en prendre beaucoup d'autres, ouvrir d'énormes polycliniques. Il suffirait de mettre un certain nombre de règles qui interdisent ces pratiques. À un moment donné, pour la qualité du système, moi je pense qu'il y a un certain nombre d'encadrements qui doivent être faits. Mais c'est vraiment un combat et c'est ce que le monde politique, c'est vraiment emmerdant ce bazar. Voilà. Ça doit être mes cheveux, mais bon. C'est vraiment un choix de société et il faut l'expliquer. Et je crois que chacun doit, à un moment donné, là où il est, a le devoir, a la possibilité en tout cas, de l'expliquer. C'est cela qu'il faut faire, je pense. Voilà, merci. On va bientôt mettre fin à ton supplice pour tes oreilles. Non, il n'y a pas de souci. Parce que je pense qu'il y a une autre conférence qui va débuter dans quelques instants. Et donc, voilà, je tenais encore une fois à te remercier, à remercier toute l'assistance de ce petit événement. Voilà, et donc à convier tous les invités de Santéa au salon VIP qui se trouve dans le coin opposé pour un verre de l'amitié. Merci beaucoup et à bientôt.